Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Notre invité du jour est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est consultant dans un grand cabinet. Il est également le président de l'association African Business Club, une association qui accompagne majoritairement la jeunesse africaine dans ses projets de mobilité vers le continent africain. Aujourd'hui, il vient nous parler de l'African Business Club et également nous présenter l'événement l'Africa Mobility and Innovation Day qui aura lieu le 18 juin à Paris. Sans plus tarder, let's focus on Malik Diabaté. C'est parti! Malik, bonjour. Bonjour Rachel. Bienvenue dans Let's Focus On. Plaisir. Comme je le dis toujours, une émission qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Ça faisait longtemps que je t'attendais dans mon émission, donc welcome. Je suis très heureux d'être là avec toi et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Malik, je rappelle que tu es consultant dans un grand cabinet. Ouais. Tu es également président de l'African Business Club. On va revenir sur tout ça. Malik, j'ai appris récemment que tu es... J'aimerais qu'on revienne d'abord sur ton parcours, avant d'évoquer l'African Business Club, dont on va parler un peu plus dans le détail tout à l'heure. J'ai récemment découvert que tu es un ancien militaire. C'est ça, oui. Alors, explique-nous, tu es passé d'ancien militaire à consultant. C'est ça. Raconte-nous un peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous suivent et qui ne te connaissent pas? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Malik Diabaté, donc je suis aujourd'hui consultant, on dit consultant senior parce que j'ai un peu d'expérience, enfin juste un peu, dans un grand cabinet de conseil, mais précédemment à ça, j'ai une ancienne vie, donc je suis diplômé de Saint-Cyr, 2013-2016, et après une année de spécialisation, j'ai été dans l'armée de terre pendant 1 an. D'accord. Ça a été une superbe expérience, à la fois mes années d'études, parce que pour tout dire, j'ai fait même le Prytanée militaire à Abidjan, donc l'école militaire préparatoire technique. Donc, depuis l'âge de 9 ans, je suis dans le domaine militaire. Et après 1 an d'activité, j'avais plutôt envie de faire autre chose, de découvrir le business, de me mettre plutôt dans la vie du secteur privé. Donc c'est ce que j'ai fait en 2017 et j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle CGI à l'époque. Mais alors d'où vient, depuis l'âge de 9 ans, d'où te vient cet engouement-là pour ce métier-là, le militaire? Alors ça vient déjà à 9 ans, c'était juste un défi avec des camarades de l'époque. On avait vu un jour l'affiche qui présentait l'école, donc l'école militaire préparatoire technique de Gerville à l'époque. Et on s'était dit, allez, banco, on passe le concours, on va voir c'est qui le meilleur. Donc en vrai, cette histoire, elle a commencé par un acte de pédantisme, très clairement. Et en fait, finalement, j'ai été reçu au concours, malgré les doutes de ma mère et de mon père d'ailleurs. Et j'avais 9 ans, ou à peine 10 ans. Et j'ai insisté pour dire non, je suis vraiment intéressé, alors qu'en fait je connaissais même pas le domaine. Mais je savais que c'était l'une des meilleures écoles du pays, j'étais quelqu'un qui voulait aller dans ce cadre-là, dans un cadre compétitif, et je suis toujours compétitif. Et voilà, ça a été 7 très belles années du lycée. Donc où j'ai appris la discipline, où j'ai appris très tôt. Ça c'est clair. Où j'ai appris aussi très tôt, je vais pas dire le leadership, mais à manager des équipes parce que dès la 6e, on a des jours on appelle ça élève de jour, où tu es en responsabilité de l'ensemble de la promotion. D'accord. Tu les envoies au repas, aux différents rassemblements et c'est toi qui es obligé, tu gères ces différentes opérations-là et tu le fais pendant tout le cursus, tous les 7 heures. Donc vraiment, on a appris la gestion des hommes et en plus des camarades, donc c'est pas évident, c'est pas simple. D'accord. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, donc tu as basculé du secteur public au secteur privé. Comment s'est déroulée cette transition-là? Donc tu l'as dit, tu as souhaité te reconvertir, tu as entamé cette reconversion-là.
comment s'est déroulée cette reconversion? Est-ce qu'elle a été préparée? Ouais. Alors, aujourd'hui, on en parlera peut-être après, je suis aussi... j'ai lancé un podcast. J'y arrive. Très bien. Et en fait, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes dans la reconversion. Moi, à l'époque, j'ai juste fait un constat que je pensais avec certitude que j'allais pas être heureux forcément dans le métier d'officier pendant les 20 prochaines années qui suivaient. Et alors, les questions qu'on commence à se poser, c'est ok, tu fais quoi? Tu t'es préparé pendant quasiment 15 ans de ta vie à faire ça. J'ai quand même fait, à Saint-Cyr, tu fais un diplôme de management des hommes et des organisations et des relations internationales et stratégies. Donc j'avais un diplôme civil, bien sûr. Et bien, qu'est-ce que tu en fais? Quels sont les métiers qui t'intéressent à ce moment-là? Donc, il y avait le métier du conseil que j'avais découvert à Saint-Cyr, parce qu'à Saint-Cyr, en dernière année, il y a des grandes écoles qui passent, donc HEC, ESSEC, et avec lesquelles on échange avec les élèves de ces écoles-là, et qui nous avaient parlé du métier de consultant, de ce que ça faisait, de comment on y arrivait. Et j'avais aussi mon épouse, donc ma fiancée à l'époque, qui était dans le conseil, dans un grand cabinet. Donc voilà, j'ai commencé à découvrir le métier, j'ai commencé à écouter aussi pas mal de podcasts qui me permettaient de comprendre comment ça se passe, le business, le métier et compagnie. Et je me suis dit, en fait, c'est la voie que je choisis. Et comment j'y vais? En fait, je postule, je mets en avant mes capacités, mes qualités d'adaptation dans un premier temps, et surtout ma connaissance du secteur public à l'intérieur d'un groupe qui fait du secteur privé. Donc, comment j'arrive, c'est en disant aux gens, en fait, je connais le secteur public, je sais comment ça fonctionne, je connais les arcanes, je suis prêt à apprendre, j'ai une forte capacité d'adaptation. Prenez-moi et on se mettra à les compétences que tu mets en avant. Et finalement, tu n'es pas passé du coq à l'âne. Il y a quand même eu une transition, on va dire, logique, puisque tu avais déjà entendu parler des métiers du conseil. Voilà. Alors, justement, tu as évoqué ton podcast, Choose Your Mentor, et j'allais d'ailleurs rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le podcast, en quoi ça consiste? Et ça m'emmène aussi à te poser la question de savoir pourquoi est-ce important, selon toi, le mentorat? Parce que c'est ce que tu mets en avant au travers de ce podcast, et ça rejoint la question que je te posais tout à l'heure, à savoir, est-ce que tu as été préparé et encadré aussi dans cette reconversion-là? Oui. Alors, j'ai pas été préparé on va dire officiellement, mais j'ai parlé à beaucoup de personnes dans mon entourage, des personnes qui étaient déjà dans le conseil, pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agissait. Oui. Le podcast, il est venu dans la phase... déjà, Choose Your Mentor, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des jeunes Africains, ou en tout cas intéressés par le continent africain, sur leur carrière, sur leur choix de carrière, les difficultés qu'ils ont pu avoir, les reconversions qu'ils ont pu mener, ou en tout cas subir, peut-être, ça arrive. Et l'objectif, c'est de tirer des patterns, des modèles que des jeunes peuvent auxquels ils puissent s'identifier. Exactement, s'identifier pour pouvoir faire leur propre choix de carrière. Je dis toujours aux gens de faire attention à ce qu'on appelle le biais du champignon, c'est ne pas regarder la carrière de quelqu'un et se dire ok, c'est lui que je veux être. Non, c'est ok, voilà par où il est passé, voilà les difficultés qu'il a eues, même en prenant le même chemin, je ne vais pas arriver au même résultat. C'est mon propre chemin, mais en tout cas, j'ai accès à l'information, je sais que je peux être journaliste, je sais que je peux être designer, je sais que je peux être... Voilà, j'interviewe une variété de personnes, de différents parcours, de différentes seniorités, des directeurs, des jeunes, différentes personnes, pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent avoir un modèle, une idée qui leur vient et qui se disent ok, c'est là que je vais partir, ou en tout cas c'est cette personne que je vais contacter pour avoir plus d'informations sur où je vais aller. Pourquoi c'est important le mentorat? Parce qu'on évolue tous en regardant devant nous. On regarde nos parents, ensuite on regarde nos amis à l'école et nos devanciers. Et on se construit un peu dans ces différents parcours-là. Et surtout, c'est compliqué de réaliser ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, ou on ne s'imagine pas. Moi, je crois beaucoup en la visualisation, c'est-à-dire avant d'aller faire un parcours d'obstacles quand j'étais dans l'armée, je le visualisais le matin. Comment est-ce que je prends chaque obstacle et tout ça, et le cerveau il s'habitue à ces différents mouvements que tu n'as même pas encore réalisés, et il se tient prêt à les réaliser. Donc quand je vois quelqu'un qui a fait Harvard et que je me dis en fait cette personne-là elle vient du même parcours que moi, elle était à Abidjan, elle était à Paris ou peu importe, c'est possible pour moi. Je vais peut-être pas le réaliser, mais ça devient une opportunité, quelque chose de possible. Deuxième chose, un mentor, il a fait des erreurs.
qui peut corriger ou pas, Bien peu sûr, importe. bien Mais sûr. en discutant avec lui, il va te dire, bah, ok, c'est ta décision, mais il va t'accompagner dans un processus de réflexion en t'expliquant que, bah, voilà les décisions que lui, il a pu prendre, comment ça a pu se passer, pourquoi c'est pertinent ou pas, et ensuite tu prends ta décision, mais en âme et conscience. Mais au moins, tu as le retour de quelqu'un, parce que quand tu n'es que seul, toi tout seul dans ta Dans ta réflexion, démarche, bah, en ouais. fait, tu peux te tromper, tu n'es pas confronté à tes biais, parce Mhm. qu'on peut avoir nos propres biais, c'est-à-dire on est trop optimiste, trop pessimiste, Oui, trop égocentrique, en pensant que tout le monde a les mêmes informations que nous, et on prend des décisions vis-à-vis de ça. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit, ok, j'ai l'impression que tu es un peu trop optimiste sur ce projet-là, allons doucement, voilà les étapes par lesquelles tu peux passer, qu'est-ce que tu en penses, et ainsi de suite. Le débat te permet de construire un projet qui est beaucoup plus précis dans ce que tu vas réaliser, dans ce que tu souhaites réaliser. donc c'est important d'avoir un mentor, notamment dans le cadre d'une reconversion. Ça, c'est Indispensable. sûr que c'est un peu... Il y a des personnes qui arrivent sans mentor, mais c'est quand même très très... Moi, je recommande fortement Mhm. d'aller discuter avec les personnes qui sont dans le futur métier qu'on veut. Les entreprises le font maintenant, ils appellent ça shadowing, où tu peux aller, ça s'appelle pas forcément du mentoring, mais tu vas quand tu veux te reconvertir au sein d'une entreprise, tu vas partir dans le service que tu veux rejoindre, passer 1, 2, 3 jours avec les personnes et te rendre compte, confirmer ton souhait de rejoindre cette équipe-là, ou te dire en fait finalement c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me plaît. Et aussi parler avec les personnes qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser si tu veux aller à Harvard. Parler avec les personnes qui l'ont fait, qui vont te dire ok, moi dans mon process, j'ai pas demandé suffisamment de bourse, arrivé là-bas je me suis rendu compte que, et voilà ce qu'il faut faire. Moi je vais le dire aux personnes qui veulent faire Saint-Cyr, bah, voilà dans mon process ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai réalisées ou pas, mais ce sont mes erreurs à moi. Toi, ton parcours à toi, il est le tien, et donc si mes erreurs peuvent être des avantages pour toi, il faut juste te connaître et adapter. On parle beaucoup de role model aujourd'hui, tu l'as évoqué aussi. Est-ce que selon toi c'est indispensable par rapport à ces choix de carrière d'avoir un role model comme on dit? Moi, je pense que c'est indispensable en effet d'avoir une personne que tu regardes, comme on dit look up, que tu regardes du bas, et que tu te dis ok, ce parcours m'inspire. Tu vois, ça permet de te donner une motivation interne à dire ok, j'ai envie d'arriver où cette personne est arrivée. Je vais peut-être pas y arriver, ou je vais peut-être dépasser d'ailleurs, mais ça permet de donner une motivation intrinsèque, et encore plus important quand tu peux discuter avec cette personne-là, atteindre beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est Tidiane, d'autres c'est Zinsou, d'autres c'est peut-être que dans ton cas ça sera Oprah Winfrey, je te le souhaite. Et donc, pas nécessairement. Voilà. Bon, voilà, c'était une proposition, mais voilà, ça te permet de te dire voilà ce que j'ai envie de réaliser, ou en tout cas la voie vers laquelle j'ai envie de partir. Je pense que c'est important, et je pense que de toute façon ça se voit de plus en plus, les gens font référence à des personnes, en tout cas vont vers des personnes pour leur demander un peu par où elles sont passées et ce qu'elles ont envie de faire. D'où l'essor des podcasts et des interviews aussi. Malik, du coup tu es président de l'African Business Club, dont on entend beaucoup parler. L'ABC qui est une association très active sur les réseaux. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter l'African Business Club? Oui, j'essaie d'être bref, d'avoir le bon pitch. Alors, c'est une association qui a 20 ans d'existence, qui était l'association étudiante à l'époque de l'ESCP, qui est la 3e école de commerce en France, après HEC et SEC, et qui aujourd'hui s'est diversifiée, qui accueille dans son sein pas toutes les personnes, mais en tout cas, il y a quand même un système de cooptation interne, mais qui accueille beaucoup de personnes de divers environnements, de divers domaines, avec deux principaux objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les personnes qui ont un projet envers l'Afrique, donc soit mobilité professionnelle, soit entrepreneuriat. Oui. Et le deuxième objectif, c'est d'accompagner les personnes qui font l'innovation africaine, ou en tout cas à destination du continent africain, à Paris et en France de manière plus globale. Donc ça se matérialise au sein d'un événement annuel qu'on organise, qui s'appelait depuis 15 ans le Forum Elite, et qui aujourd'hui a pris le nom de l'Africa Mobility and Innovation Days qu'on est en train d'organiser. D'accord. Pourquoi était-ce important pour toi de prendre les rênes de l'African Business Club? C'est une association avec laquelle beaucoup de personnes de ma génération, donc entre 25 et 32, 33 ans,
ont connu, notamment le Forum Elite. Et moi, j'ai découvert l'ABC, j'ai connu l'ABC en 2015-2016, j'étais à Saint-Cyr. Et à l'époque, malheureusement, je me suis dit, bon, c'est une association qui est très pertinente, où on sentait l'élitisme, mais on sentait surtout des personnes qui avaient envie de travailler pour l'Afrique et de mettre en avant des talents africains et des belles propositions africaines. Et à l'époque, c'était pas pertinent pour moi de la rejoindre parce que j'étais dans une école qui me préparait au secteur public. Et quelques années plus tard, quand j'ai rejoint le secteur privé, j'ai eu l'occasion de rejoindre l'ABC pour monter la branche podcast, donc interview à l'époque. Ce que j'ai fait. Et en fait, à l'intérieur, on voit tout le potentiel de cette association-là, les personnes qui y sont, la motivation des personnes qui sont dans l'association. Et l'occasion s'est présentée 1 an après de prendre la tête de l'association. J'avais des ambitions, des beaux projets, tout un projet de transformation de l'organisation qui est venu, et c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours dans mon travail. Et donc voilà, ça a été un plaisir de prendre la présidence de l'ABC à ce moment-là pour pouvoir porter un certain nombre de transformations qu'on a menées au sein de l'association, augmenter les effectifs, repositionner vraiment les objectifs de l'association tels que je viens de te les donner, remodeler les pôles de l'association. Il y en a 5, je ne vais pas tous les citer, mais bon, ils ne m'en voudront pas. On va revenir sur l'Africa Mobility and Innovation Day, mais avant, tu as beaucoup parlé, donc, tu évoques cette jeunesse africaine, tu as beaucoup évoqué les mobilités sur le continent. Tu encourages aujourd'hui les mobilités sur le continent ? C'est compliqué, j'encourage certainement, ça c'est une certitude. De ma position encore assis à Paris, bien sûr que je ne donne le leçon à personne, c'est un choix personnel, c'est un choix qui vient avec les opportunités aussi. Ce que je dis beaucoup maintenant, c'est que c'est un chemin qui se fait naturellement de plus en plus. Je l'encourage, mais il se fait de plus en plus naturellement. On a parlé longtemps de fuite des cerveaux, maintenant on est en train de constater le retour des cerveaux. On a un observatoire qu'on a lancé qui s'appelle l'Observatoire des mobilités justement, où on constate que beaucoup de personnes, environ 70% des personnes qu'on interroge, veulent rentrer en Afrique. Et après, ce qui fait la différence, c'est souvent l'échéance. Donc ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est plutôt en 3 et 5 ans. Et c'est plutôt des personnes qui ont de 28 et 32 ans. Et quand on leur demande les ambitions, c'est de se dire on y va parce qu'on pense que l'Afrique a un vrai dynamisme. On pense qu'on va avoir des responsabilités qu'on n'aura pas forcément ici. Et puis 3, c'est surtout l'acculturation, quoi. C'est chez nous, quoi. Bien sûr. Et aussi, dernière chose qu'on constate, c'est les mobilités interafricaines. C'est-à-dire que le Sénégalais, il n'a pas forcément envie d'aller au Sénégal. Enfin, il a certainement envie d'aller au Sénégal, mais il a peut-être envie d'aller dans un autre pays. Exactement. Ça se voit naturellement, ce qu'on voyait de moins en moins avant, chacun rentrait dans son pays. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt fouille, tout le monde part un peu où les opportunités les amènent. Tu envisages, toi, personnellement, un retour sur le continent ? Bien sûr, c'est une certitude pour moi, je ne sais pas l'échéance, mais c'est une certitude d'y aller parce que je m'y sens bien, parce que je suis convaincu que j'ai quelque chose à apporter sur place, sans volonté de sauver ou de quoi que ce soit. Hein. Oui, j'allais y revenir parce que c'est un point qui fait débat. Bien sûr. Et que j'ai à plusieurs reprises abordé dans cette émission-là, mais je garde ça pour plus tard. Non mais oui, exactement, sans volonté de penser que je vais apporter plus que ce qui est déjà sur le continent, mais juste on en vient, on est africain. On est africain, donc on a envie d'y aller, de se mettre au même niveau que les autres, parce que c'est ce qu'il faut faire, sans penser qu'on va apporter une science infuse qu'on a, non, on va juste s'adapter et apporter notre part du business ou de ce qu'on peut apporter. Tu as parlé donc de l'AMI, de l'Africa Mobility and Innovation Day. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail ? Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, ces questions-là de mobilité vers l'Afrique, vers le continent, seront également abordées ? Oui, c'est le principal même. Donc, alors, c'est un événement qui se fait chaque année. Donc cette année, on l'a un peu remodelé. On a pris une phase de réflexion. Donc il y aura 2 talks et des coachings. Donc il y a un premier talk qui va parler concrètement de stratégie de recrutement sur le continent africain pour les entreprises. Donc on a quelqu'un de chez Deloitte, de Sifka, du réseau Meet Africa qui a été lancé en 2020 par le président Macron.
et qui vont ensemble, et de Attijari Wafa Bank aussi, pardon, je vais oublier, qui vont débattre ensemble, échanger ensemble sur leurs différentes stratégies de recrutement en Afrique. Alors, donc, comment est-ce qu'on attire des gens? Recrutement des talents. Des talents. En Occident? Qui sont en Occident, exactement. Pour le continent africain, d'accord. En fait, ce qu'on constate, c'est que les entreprises ont un gros problème de middle manager. On voit beaucoup de gens, enfin beaucoup, on voit des personnes, en tout cas des personnes expérimentées, hein, il y en a beaucoup. Sauf que pour être un CEO d'une boîte, il en faut un. Pour être manager ou directeur, il en faut des vingtaines, des dizaines pour qu'une entreprise fonctionne. Et c'est le lien entre les directions générales et les employés. Et donc, ce lien-là, ces personnes-là, on en manque en Afrique. Et donc, un des leviers pour pouvoir, pour pouvoir en avoir plus, c'est d'aller chercher les personnes qu'on appelait fuite des cerveaux à l'époque et qui aujourd'hui sont un atout, bien formés aux standards internationaux et qui sont en volonté de rentrer dans leur pays et qui ne vont pas forcément coûter aussi cher qu'un expatrié. Pas parce qu'ils n'ont pas la même capacité ou la même volonté, mais juste que quand je rentre possiblement chez moi en Côte d'Ivoire, j'ai déjà mon support système, j'ai pas forcément besoin qu'on me paye un billet d'avion aller-retour Paris 5 fois dans l'année et compagnie. Donc voilà, donc c'est un coût, c'est un gain économique et les personnes connaissent l'environnement. Bien sûr. Donc ce qu'ils vont adapter, ce qu'ils vont mettre en place comme stratégie est souvent beaucoup plus pertinent que les personnes qui connaissent pas l'environnement. Donc voilà un peu le premier talk. De quoi on va parler, donc comment ces entreprises-là vont chercher ces talents-là, comment est-ce qu'elles les retiennent et comment est-ce qu'elles les insèrent dans leur tissu. Le deuxième talk, ça sera du retour d'expérience concret. Donc, des personnes qui ont fait de la mobilité, qui ont quitté en France et qui sont parties dans leurs différents pays et qui vont venir nous dire ça a été simple, ça a été compliqué, je suis arrivé, je ne suis pas arrivé, qu'est-ce que j'ai mis en place et comment est-ce que je vais me débrouiller. En fait, on pourra ensuite, les personnes qui seront présentes pourront ensuite aller débattre avec eux, plutôt échanger. Et prendre de leur expérience. Et le troisième atelier, c'est qu'on a invité des coachs qui sont plus ou moins connus sur la place, donc André Hott, Tatiana Mayambe, Odile Bokande Kofi, qui vont venir et on va splitter à la plénière, donc dans différentes salles. On pourra bénéficier du coaching de ces personnes-là, qui sont des personnes d'expérience et qui vont nous apporter énormément à la fois notre développement de carrière, notre gestion de notre image, dans la prise de parole en public et dans différents sujets. Donc voilà ce que l'ABC veut apporter aux jeunes Africains ce jour-là, le 18 juin. D'accord, le 18 juin à Paris. À Paris. Où exactement? Et ce sera à l'ESCP, qui est, comme je l'ai dit en commençant, la maison mère de l'ABC. C'est là où l'ABC a été créé, donc on a gardé un partenariat très fort avec l'école et qui est aussi en train de faire une orientation vers l'Afrique, qui l'a déjà faite, mais qui accueille déjà beaucoup d'étudiants africains chaque année, mais qui est en train vraiment de lancer une chaire Afrique, de lancer des programmes spécifiques pour l'entrepreneuriat en Afrique. Et nous, on veut accompagner ce mouvement de l'école-là et permettre aux jeunes Africains de connaître l'école, de connaître les programmes et de venir se former dans l'une des meilleures écoles de commerce. Alors, suivez l'African Business Club. Ça, c'est sûr. Ne manquez pas la date du 18 juin avec l'Africa Mobility and Innovation Day. Malik, on arrive à la fin de notre échange. Et comme tu le sais, on a une tradition à laquelle personne ne peut déroger dans cette émission. Tu la connais? C'est ça, les questions insolites. Voilà, donc c'est parti pour les questions insolites. Malik, quelle est ta phobie? Me noyer. Tu sais pas nager? Si, je me nager dans des fleuves en Guyane, mais je dois dire que je suis un peu claustrophobe et du coup me retrouver dans un endroit clos sans sortir, sans possibilité de sortir et en plus avec de l'eau, ça pourrait être compliqué. Ta plus grosse bêtise? Je vais pas être très original, sauter le mur quand on était au lycée, parce qu'on n'avait pas, du tout au Britannique militaire parce qu'on n'avait pas le droit de sortir souvent. Donc faire le mur pour aller un peu en ville. Ton péché mignon? Chocolat. Chocolat? Ouais, j'aime beaucoup le chocolat et le chocolat. Et avec des pépites de raisin dedans, c'est parfait. Ton plus gros mensonge? Je vais pas l'avouer là. Ah bah si, nous on veut tout savoir. Mais non, là, il n'y a rien qui me vient à Rachel, je ne peux pas voir mon plus grand mensonge à la télé. Non, il n'y a rien qui me vient. Tu passes la question? Oui, je passe.
Bon, Malik, Je plaide le 5e amendement, on va dire. ton plat préféré? J'aime beaucoup le kégenou avec du poulet, du coup, assez classique. C'est un plat ivoirien. D'accord. Si tu devais être un héros, lequel serais-tu et pourquoi? Je dirais, retour en enfance, je pense à, enfin, très classique, Superman, parce qu'il a une vie tout à fait normale, les jours, enfin, quand il n'y a rien qui se passe, et qu'il est tout le temps en train d'aller régler des problèmes dès qu'on l'appelle, et moi, je n'arrive pas à évoluer dans un environnement sans problème à régler. Si je suis là et que tout va bien, bon, en fait, j'ai rien à faire. J'aime un environnement où il y a des challenges et des problèmes à régler, et c'est là, à ce moment-là que je me développe. On a parlé tout à l'heure de role model. Quelle est la personne qui t'inspire aujourd'hui? Qui est ton role model? C'est une question très compliquée pour moi. La personne qui me vient en tête assez immédiatement, c'est Barack Obama. Je n'ai pas la prétention d'être président de quelconque pays que ce soit, mais son parcours, j'ai lu dernièrement son livre, et son parcours est passionnant dans la simplicité que c'était, dans l'enfant qui a grandi en Indonésie avec sa mère et qui a franchi les étapes par l'éducation, par son éducation, par son amour des livres, et qui même en étant président, il y a énormément de choses à redire sur sa présidence, mais a toujours eu l'humilité de la compréhension des cultures des autres pour pouvoir gouverner. Et donc c'est un rôle modèle, mais je pourrais citer aussi quelqu'un auquel je me réfère beaucoup et avec laquelle j'ai la possibilité d'échanger, c'est Habib Bamba. Merci Malik. C'est moi qui te remercie, Rachel. Malik, merci beaucoup pour notre échange. On arrive à notre échange qui touche à sa fin. Est-ce que tu aurais potentiellement un dernier message à adresser à notre audience, à toute cette jeunesse africaine dont on parle et dont on fait partie? Ouais. La première chose que moi j'ai envie de vous rencontrer, de rencontrer tout le monde. Donc venez le 18 juin à l'Africa Mobility and Innovation Days. Vous pourrez vous inscrire sur le LinkedIn de l'African Business Club. Et puis je vous incite au travail, à se connecter, à trouver des occasions de vous rencontrer parce que c'est de là que viendront les opportunités. Merci Rachel. Merci beaucoup Malik. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à toute mon équipe ainsi qu'à tous mes partenaires. L'Institut Gillette Le Watt, Sadi Art Création pour ses accessoires. Merci à l'agence Spécimen avec Yann Marvin, notre designer. Merci également à Auré Coiffure ainsi qu'à Sharon et à Mariam du Campus des Maquilleurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne Vox Africa.